26 mars 1945. Quartier général du 12e groupe d'armée, Bad Neuenahr, Allemagne. Le général Omar Bradley est assis à son bureau, examinant les rapports de renseignement du matin. La guerre touche à sa fin. Les forces alliées ont franchi le Rhin et s'enfoncent profondément en Allemagne. Le Troisième Reich est en train de s'effondrer. Un aide entre un message à la main, le visage pâle. « Monsieur, nous avons reçu une communication radio de la Troisième Armée. »« Que veut Patton maintenant ?» demande Bradley sans lever les yeux. « Monsieur, ce n'est pas une demande, c'est un rapport de position. » Bradley relève la tête. Quelque chose dans la voix de son aide lui indique que ce n'est pas un rapport de routine. La Troisième Armée rapporte que ses éléments de tête ont atteint Aschaffenburg. Bradley se fige, puis pose lentement ses papiers. Aschaffenburg. « Oui, monsieur. » Bradley se rend vers la grande carte murale, montrant toutes les positions alliées. Son doigt suit la dernière position, connue de la Troisième Armée, quelque part près de Francfort, puis se déplace vers l'est jusqu'à Aschaffenburg. 60 miles. 60 miles plus profondément en Allemagne que là où la Troisième Armée était censée se trouver. Quand ont-ils avancé jusqu'à Aschaffenburg? Monsieur le message indique qu'ils y sont arrivés ce matin. Ce matin, la voix de Bradley s'élève. Ils étaient à Francfort hier. Comment ont-ils parcouru 60 miles pendant la nuit? Le message ne le précise pas, monsieur. Il se contente de signaler leur position. Bradley fixe la carte, calculant. Si la Troisième Armée est à Aschaffenburg, elle n'est pas simplement en avance sur le calendrier. Elle est à 200 miles plus profondément en Allemagne que toute autre force alliée. Elle est seule exposée avec des flancs totalement non sécurisés, et Bradley n'a aucune idée de la manière dont elle est arrivée là. « Passez-moi Patton », dit-il calmement. « Tout de suite. » L'aide hésite. « Monsieur, il y a autre chose. » Le message indique également que le général Patton se trouve personnellement à Aschaffenburg et qu'il mène une reconnaissance des axes en direction de Nuremberg. Bradley s'assoit lentement. George se trouve personnellement à 200 miles derrière les lignes ennemies. Apparemment, monsieur, avec combien de sécurité? L'aide consulte le message. Ce n'est pas indiqué. Monsieur connaissant le général Patton, il est seul à part son chauffeur, conclut Bradley. Bien sûr que oui. Il saisit le téléphone. Passez-moi immédiatement le quartier général de la Troisième Armée, et passez-moi Eisenhower. Il va vouloir entendre ça. 20 minutes plus tard, lorsque Bradley parvient enfin à joindre Patton et lui demande ce qu'il fiche à 200 miles devant tout le monde, la réponse de Patton sera du pur Patton et amènera Bradley à prononcer 4 mots résumant parfaitement à la fois son exaspération et son admiration. C'est l'histoire de la manière dont la Troisième Armée de Patton a avancé si vite dans les dernières semaines de la guerre que même ses propres supérieurs ne parvenaient non plus à savoir où il se trouvait et pourquoi Bradley a passé mars et avril 1945 à demander sans cesse « il est où ?» Section 1, le franchissement du Rhin, 22-23 mars 1945. Patton franchit le Rhin à Oppenheim. Il le fait discrètement, sans les préparatifs massifs utilisés par Montgomery. Une nuit des forces minimales, un passage par surprise. Au matin, il dispose d'une tête de pont sur la rive orientale du Rhin, dernière grande barrière défensive de l'Allemagne. Bradley l'appelle pour le féliciter. « George, excellent travail. Maintenant consolidez la tête de pont et attendez que le reste du 12e groupe d'armée vous rejoigne. » Consolider. Patton paraît perplexe. Pourquoi consoliderais-je? J'ai traversé le Rhin. Les Allemands se replient. J'avance.
George, vos flancs? Mes flancs vont très bien, l'interrompt Patton. Les Allemands fuient. Ils ne contre-attaquent pas. Ils essaient de s'éloigner de moi. George, la doctrine, dit qu'après un franchissement de fleuve, on consolide. La doctrine disait aussi que le Rhin était imprenable. Coupe Patton. Je l'ai traversé en une nuit avec quelques bateaux. Peut-être que la doctrine n'a pas toujours raison. Bradley soupire. Où comptez-vous avancer? Francfort d'abord, puis vers l'est. Aussi loin que le carburant et les Allemands me le permettront. À quelle vitesse? Vite, répond Patton. Puis la ligne se coupe. Bradley fixe le téléphone. Il m'a encore raccroché au nez. Section 2. 24-25 mars, la course commence. Le 24 mars 1945, la Troisième Armée ne consolide pas. Elle attaque. Les éléments de tête foncent vers Francfort et avancent de 30 miles en 24 heures. Le 25 mars, Francfort tombe. La Troisième Armée ne s'arrête pas pour célébrer et continue d'avancer. Le soir venu, elle se trouve à 20 miles au-delà de Francfort. Bradley reçoit les rapports de position et les inscrit sur sa carte avec une incrédulité croissante. « Ils vont trop vite », dit-il à son officier des opérations. « Ils vont se surexposer. »« Monsieur, devons-nous leur ordonner de ralentir ?» Bradley y réfléchit, puis se souvient de toutes les fois où il a ordonné à Patton de ralentir. Cela n'a jamais fonctionné. Non, laissez-le faire, mais dites à nos services de renseignement de suivre de très près les positions de la Troisième Armée. Je veux savoir où se trouve George à tout moment. Oui, monsieur. C'est un ordre raisonnable. Il s'avère impossible à exécuter. Section 3. 26 mars. Le premier. Il est tout. Le matin du 26 mars 1945, Bradley reçoit le rapport de position. La Troisième Armée est à Aschaffenburg. Il appelle Patton. Il faut 20 minutes pour établir la communication, les transmissions de la Troisième Armée, étant mises à rude épreuve par leur avance rapide. George, vous êtes à Aschaffenburg. Exact. Vous étiez à Francfort hier, c'est 60 miles. 63, corrige Patton. J'ai mesuré. George, on ne peut pas avancer de 60 miles en une journée. Je viens de le faire. Patton l'interrompt. Brad, les Allemands sont finis. Ils se replient dans le chaos. Chaque jour où nous n'avançons pas est un jour où ils se réorganisent. Alors j'avance chaque jour. Vos lignes de ravitaillement suivent-elles? À peine, répond Patton, mais elles suivent. Brad, je sais que vous êtes inquiet, mais faites-moi confiance, je le sens. Les Allemands sont brisés. Une dernière poussée, et ils s'effondreront complètement. Où comptez-vous aller ensuite? Würzburg, puis Nuremberg. Et ensuite, on verra. Peut-être Prague, peut-être l'Autriche. Où que soient les Allemands, c'est là que j'irai. George, je ne peux pas vous autoriser à aller où bon vous semble. Alors ne m'autorisez pas, répond Patton avec entrain. Contentez-vous de ne pas m'ordonner de m'arrêter. Je prendrai le silence pour une autorisation. La ligne se coupe de nouveau. Bradley regarde son officier des opérations. Il va me donner une crise cardiaque avant la fin de cette guerre. Section 4, 27-28 mars, perdre la trace. Le 27 mars 1945, la section de renseignement de Bradley tente de suivre les mouvements de la Troisième Armée. Cela s'avère presque impossible. Les rapports de position arrivent avec 6 à 12 heures de retard. Au moment où Bradley reporte la position de la Troisième Armée sur sa carte, elle a déjà avancé. Monsieur la Troisième Armée signale avoir pris Würzburg, rapporte un aide. Bradley l'inscrit sur la carte. Quand l'ont-ils prise? Le message est daté d'hier après-midi, monsieur. Donc il y a peut-être 18 heures.
marmonne Bradley, ce qui signifie qu'ils n'y sont probablement plus. Ils sont sans doute 50 miles plus loin. Monsieur, devons-nous demander des rapports de position plus fréquents? Nous pouvons demander. Cela ne veut pas dire que George les fournira. Il est trop occupé à avancer pour remplir des papiers. Le 28 mars, un autre rapport. Arrivent des éléments de la 3e armée, approche de Nuremberg. Bradley fixe la carte. Nuremberg est à 100 miles de Francfort. La 3e armée a avancé de 100 miles en 4 jours. 25 miles par jour, calcule son officier des opérations. C'est plus rapide que l'invasion de la France. Je sais, répond Bradley à voix basse, et George ne ralentit pas. Section 5, 29 mars, l'appel d'Eisenhower. Le 29 mars 1945, Eisenhower appelle Bradley. Brad, où est la 3e armée? Bonne question, monsieur. Ce n'est pas une réponse. Monsieur, leur dernier rapport de position les situait près de Nuremberg, mais il date de 8 heures. À présent, ils pourraient se trouver n'importe où dans un rayon de 50 miles. Vous ne savez pas où se trouve votre propre armée, Brad. Ils avancent plus vite que nous ne pouvons les suivre. Quand les rapports arrivent, ils sont déjà obsolètes. Eisenhower reste silencieux un instant. Brad, j'ai besoin de savoir où se trouve la 3e armée. Les Russes avancent depuis l'Est. Nous avons convenu de lignes de démarcation. Si Patton avance trop loin vers l'Est, il pourrait entrer en contact avec les forces soviétiques. Je vais contacter le quartier général de la 3e armée et obtenir des positions actualisées. Faites-le. Et Brad, dites à George de ralentir. Je le lui dirai, monsieur. Qu'il écoute ou non est une autre affaire. Bradley appelle le quartier général de la 3e armée et joint le général Hobart Gay, chef d'état-major de Patton. Gay, où se trouve la 3e armée. Des éléments approchent de Nuremberg, monsieur. D'autres progressent vers Bayreuth. Certaines unités sécurisent notre flanc sud, près de Schweinfurt. Bradley marque les 3 positions sur sa carte. Elles forment un triangle de 60 miles de large. Où est Patton? Nous n'en sommes pas entièrement sûrs, monsieur. Vous ne savez pas où se trouve votre propre commandant en chef? Le général Patton mène une reconnaissance avancée. Il fait ça souvent. Il se manifestera quand il en aura envie. Bradley se pince l'arête du nez. Lors de son dernier contact, où était-il? À Aschaffenburg, monsieur, ce matin. C'était il y a 8 heures. Oui, monsieur. Donc il pourrait être n'importe où. À peu près, monsieur. Après avoir raccroché, l'officier des opérations de Bradley demande « Devons-nous nous inquiéter ?» « Toujours » répond Bradley. Avec George, il faut toujours s'inquiéter. Section 6, 30 mars, l'avance sur Nuremberg. Le 30 mars 1945, des éléments de la 3e armée atteignent Nuremberg. Nuremberg, ville cérémonielle d'Hitler, où le parti nazi tenait ses gigantesques rassemblements, cœur symbolique du pouvoir nazi. Et la 3e armée vient d'arriver à ses portes, à 200 miles du Rhin, après avoir traversé l'Allemagne en une seule semaine. Lorsque Bradley reçoit le rapport, il appelle immédiatement Eisenhower. Monsieur, la 3e armée a atteint Nuremberg. Déjà, je croyais qu'ils étaient à Würzburg hier. Ils y étaient. Ils ont parcouru 60 miles en 36 heures. Eisenhower reste silencieux, puis dit « Brad, c'est insensé. Aucune armée ne peut soutenir un tel rythme. » Apparemment, la 3e armée le peut. Brad, je pense que Patton essaie d'atteindre la Tchécoslovaquie avant les Soviétiques. Il ne peut pas faire ça. Nous avons convenu de lignes de démarcation avec Staline. Monsieur, je ne pense pas que George se soucie des lignes de démarcation. Je pense qu'il essaie d'avancer aussi loin que possible avant que quelqu'un ne lui ordonne de s'arrêter.
Alors, ordonnez-lui de s'arrêter. Monsieur, chaque fois que j'ordonne à George de s'arrêter, il trouve une échappatoire. Il dira qu'il consolide des positions avancées, ou qu'il élimine des résistances ennemies, ou toute autre excuse qui, techniquement, ne désobéit pas aux ordres tout en continuant d'avancer. Eisenhower rit malgré lui. Il est ingouvernable. Oui, monsieur, mais il gagne aussi la guerre plus vite que n'importe qui d'autre. Très bien, laissez-le avancer. Mais Brad, suivez-le de près. J'ai besoin de savoir où il se trouve. S'il entre accidentellement en contact avec les forces soviétiques, cela pourrait provoquer un incident international. J'essaie, monsieur, mais George avance plus vite que mes services de renseignement ne peuvent le suivre. Section 7, 1er avril, l'avance en Saxe. Le 1er avril 1945, la 3e armée s'enfonce en Saxe. Les rapports de position arrivent de manière sporadique. La carte de Bradley montre désormais la 3e armée étalée sur 150 miles de territoire allemand, avançant simultanément sur plusieurs axes. Monsieur, nous avons des difficultés à maintenir les communications avec la 3e armée, rapporte l'officier transmission. Ils avancent si vite que les lignes de communication n'arrivent pas à suivre. Donc nous avons une armée entière, opérant de manière semi-indépendante, parce qu'elle se déplace trop vite pour être coordonnée, demande Bradley. Oui, monsieur, essentiellement. C'est... Bradley cherche ses mots. C'est complètement contraire à tous les principes du commandement militaire moderne. Oui, monsieur, et pourtant ça fonctionne. Apparemment, les pertes de la 3e armée sont faibles, la résistance allemande s'effondre. Ils atteignent leurs objectifs en avance sur le calendrier. Bradley secoue la tête, incrédule. Seul Patton pouvait transformer le chaos en stratégie gagnante. Section 8, 3 avril, la question tchécoslovaque. Le 3 avril 1945, Bradley reçoit des renseignements, indiquant que des unités de la 3e armée approchent de la frontière tchécoslovaque. Il appelle immédiatement Eisenhower. Monsieur Patton est sur le point d'entrer en Tchécoslovaquie. Il ne peut pas. Nous avons convenu que la Tchécoslovaquie appartient à la sphère soviétique. Monsieur, je ne pense pas que George se soucie des sphères. Il se soucie d'avancer. Alors, arrêtez-le. Monsieur, au moment où j'enverrai l'ordre de s'arrêter, il aura déjà franchi la frontière. Les communications sont trop lentes pour suivre son avance. Eisenhower est furieux. Brad, mettez George au téléphone immédiatement. Peu m'importe si vous devez vous rendre personnellement là où il se trouve. J'ai besoin de lui parler, avant qu'il ne provoque une crise diplomatique. Bradley passe 2 heures à tenter de localiser Patton. Il n'est pas au quartier général de la 3e armée. Il n'est à aucun poste de commandement avancé. Il ne répond pas aux appels radio. Finalement, quelqu'un signale avoir vu la Jeep de Patton à proximité à 60 miles de l'endroit où il est censé se trouver. Bradley envoie la police militaire à sa recherche. Il rend compte 4 heures plus tard. Monsieur, nous avons trouvé le général Patton. Il menait une reconnaissance près de la frontière tchèque. Y est-il toujours? Non, monsieur. Au moment où nous sommes arrivés, il était déjà reparti ailleurs. Bradley se prend la tête entre les mains. Je poursuis un fantôme. Section 9, 5 avril, la confrontation. Le 5 avril 1945, Patton revient enfin au quartier général de la 3e armée. Bradley l'attend. Une ligne téléphonique avec Eisenhower est également établie. « George, asseyez-vous. Ike veut vous parler. » Patton prend le téléphone. « Ici Patton. »« George, » dit Eisenhower d'une voix glaciale. « Avez-vous la moindre idée de l'endroit où vous vous trouvez ? » « Je suis à Erlangen, monsieur.
quartier général de la 3e armée. Je ne parle pas de cet instant précis. Je parle des 2 dernières semaines. Brad a essayé de suivre vos mouvements, et vous avez été pratiquement invisible. J'ai avancé, monsieur. J'ai gagné la guerre. Je pensais que c'était l'objectif. L'objectif est de gagner tout en coordonnant avec les forces alliées, réplique Eisenhower sèchement. Vous ne pouvez pas simplement traverser l'Allemagne à toute vitesse sans dire à personne où vous êtes. Pourquoi pas ? Demande Patton sincèrement. Les Allemands ne peuvent pas m'arrêter. J'avance plus vite qu'ils ne peuvent réagir. Si je ralentis pour coordonner, je leur donne le temps d'organiser des défenses. George, vous êtes à 200 miles devant tout le monde. Vos flancs sont totalement exposés. Une seule contre-attaque allemande pourrait vous couper. Sauf que les Allemands ne contre-attaquent pas, répond Patton calmement. Ils fuient. Monsieur, je fais cela depuis 3 ans. Faites-moi confiance. Je sais reconnaître un ennemi vaincu, et les Allemands sont vaincus. Ce n'est pas le moment de la prudence, c'est le moment d'en finir. Eisenhower prend une profonde inspiration. George, je ne vous ordonne pas de vous arrêter, mais je vous ordonne de transmettre des rapports de position réguliers. J'ai besoin de savoir où vous êtes. Pouvez-vous faire cela? J'essaierai, monsieur. Ce n'est pas un oui. C'est le mieux que vous obtiendrez, répond Patton. Monsieur, si je m'arrête pour remplir des rapports de position toutes les heures, je n'avance plus. Vous pouvez avoir la coordination, ou vous pouvez avoir la vitesse. Choisissez. Eisenhower raccroche sans répondre. Patton rend le téléphone à Bradley. Il est en colère. Vous croyez? Répond Bradley avec sarcasme. George, vous avez avancé de 200 miles en 2 semaines. Vous opérez de manière semi-indépendante parce que vous allez trop vite pour être coordonné. Vous approchez des lignes soviétiques sans autorisation. Vous m'avez donné plus de crises cardiaques en 2 semaines que tout le reste de la guerre réunie. Patton sourit. Mais nous gagnons, Brad. C'est la seule raison pour laquelle Ike ne vous a pas renvoyé. Alors je vais continuer à gagner. Patton ajoute « Tant que je gagne, je peux faire ce que je veux ». Il n'a pas entièrement tort. Section 10, 11 avril, Buchenwald. Le 11 avril 1945, des unités de la 3e armée libèrent le camp de concentration de Buchenwald. Lorsque Patton visite le camp et voit les horreurs qui s'y trouvent, quelque chose change en lui. Il appelle Bradley ce soir-là. Sa voix est différente, plus dure, plus froide. « Brad, j'ai trouvé quelque chose, aujourd'hui, quelque chose qui fait que tout prend sens. » « Quoi ?»« Un camp de concentration. Buchenwald. Brad, vous devez le voir. Tout le monde doit le voir. Parce que c'est pour cela que nous nous battons. C'est pour cela que la vitesse compte. Chaque jour, où nous retardons davantage de personnes, meurt dans ces camps. » Bradley perçoit dans la voix de Patton quelque chose qu'il entend rarement chez lui, une émotion sincère, sans fanfaronnade. « George, j'irai voir. Mais quel rapport cela a-t-il avec votre avance ?»« Tout, » répond Patton à voix basse. « J'ai poussé la 3e armée très fort. Trop fort, diront certains. Mais Brad, si nous avions avancé plus vite, nous aurions pu libérer ce camp des semaines plus tôt. Des milliers de personnes sont mortes parce que nous n'avons pas été assez rapides. George, vous ne pouvez pas vous en vouloir. » « Je ne m'en veux pas, » coupe Patton. « J'explique pourquoi je ne ralentirai pas. Chaque jour où nous faisons une pause, chaque jour, où nous consolidons chaque jour, où nous attendons une logistique parfaite, des gens meurent. Pas seulement des soldats, des innocents dans des camps comme celui-ci. Alors vous allez continuer à foncer jusqu'à la fin de la guerre, ou jusqu'à votre mort. » Patton acquiesce. « Brad, je sais que je suis difficile. Je sais que je ne coordonne pas bien. Je sais que je vous donne des maux de tête. Mais je vais continuer à avancer, parce que c'est ainsi que nous finirons cette guerre.
pas par une planification prudente, mais par une pression incessante, jusqu'à ce que l'Allemagne s'effondre complètement. Après avoir raccroché, Bradley reste assis en silence pendant un long moment. Puis il dit à son officier des opérations « Arrêtez d'essayer de ralentir Patton. Essayez simplement de savoir où il se trouve et priez pour qu'il ne déclenche pas la Troisième Guerre mondiale avec les Soviétiques. » Section 11, 15 avril. La poussée finale, du 15 au 30, soit avril 1945. La Troisième Armée continue d'avancer en Saxe, en Bavière, vers l'Autriche, vers la Tchécoslovaquie. Chaque jour, Bradley reçoit des rapports de position qui placent la Troisième Armée dans des endroits inattendus. Monsieur la Troisième Armée est entré en Autriche. Il est où? En Autriche, monsieur. Apparemment, ils ont franchi la frontière hier. Monsieur la Troisième Armée a atteint la frontière tchèque. Il est où? En Tchécoslovaquie, monsieur. Monsieur le général Patton demande l'autorisation de libérer Prague. Monsieur la Troisième Armée est entré en contact avec les forces soviétiques. Il est où? En réunion avec des commandants soviétiques, monsieur. Apparemment, le général Patton s'est rendu personnellement à leur quartier général pour coordonner les limites. L'officier des opérations de Bradley commence à tenir un décompte nombre de fois où le général Bradley a dit « Il est où, ce mois-ci, 17 » et ça continue. Section 12, 8 mai 1945, le jour de la victoire. L'Allemagne capitule. Patton se trouve en Tchécoslovaquie. Lorsque la nouvelle arrive, la Troisième Armée se situe à 300 miles de son point de départ, sur le Rhin, après avoir traversé l'Allemagne en 6 semaines. Bradley appelle pour le féliciter. « George, nous l'avons fait, la guerre est terminée. »« Pour l'instant, » répond Patton d'un ton sombre. « Que voulez-vous dire par « pour l'instant » ? Je veux dire que les Allemands sont vaincus, mais que les Soviétiques sont notre prochain problème. Brad, vous devriez voir comment ils se comportent en Tchécoslovaquie. Ils ne libèrent pas, ils occupent. Ce n'est pas terminé, George. La guerre contre l'Allemagne est terminée. Cela ne suffit pas, réplique Patton. Brad, nous avions la possibilité de prendre Prague avant les Soviétiques. Nous avions la possibilité de prendre Berlin, mais nous nous sommes arrêtés pour des considérations politiques. Ces décisions vont nous hanter. Bradley n'est pas totalement en désaccord, mais il n'y a plus rien à faire désormais. George, où êtes-vous? À Pilsen, en Tchécoslovaquie occidentale, en réunion avec des dirigeants de la résistance tchèque. Vous êtes toujours à 300 miles du quartier général. Je sais, répond Patton. J'aime être ici, plus près de l'action. L'action est terminée, George. Pour l'instant, répète Patton. Conclusion mars, avril 1945. La Troisième Armée avance de 300 miles à travers l'Allemagne en 6 semaines. Elle se déplace si vite que ses propres commandants ne parviennent pas à la suivre. Les rapports de position arrivent avec des heures de retard, déjà obsolètes. Les communications ne suivent pas. Les lignes de ravitaillement sont étirées jusqu'au point de rupture. Et pourtant, elle remporte la victoire rapidement de manière décisive, avec moins de pertes que prévu. « Il est où ?» devient la phrase récurrente de Bradley. Patton apparaît là où il n'est pas censé être avançant, plus vite que quiconque ne l'avait prévu, opérant de manière semi-indépendante, parce que la coordination l'aurait ralenti. C'est le chaos. C'est contraire à la doctrine. Cela viole tous les principes du commandement militaire moderne. Et pourtant, cela fonctionne, parce que Patton comprend quelque chose de fondamental dans les dernières semaines d'un ennemi en train de s'effondrer la vitesse
compte plus que la coordination. L'élan compte plus qu'une logistique parfaite. Une pression implacable permet de gagner plus vite qu'une planification prudente. Il est tout, 4 mots qui résument l'expérience de Bradley, commandant Patton, durant les derniers mois de la guerre. Patton se trouvait toujours quelque part où il n'était pas censé être avançant, plus vite qu'il n'était supposé le faire, atteignant des objectifs qu'il n'était pas censé atteindre encore. Bradley passait 6 semaines à tenter de suivre les mouvements de Patton, échouant sans cesse parce que Patton avançait plus vite que le renseignement ne pouvait le suivre. « Vous allez me donner une crise cardiaque », lui disait Bradley à répétition. « Mais nous gagnons », répondait toujours Patton. Et il gagnait. L'avance de la 3e armée à travers l'Allemagne demeure l'un des mouvements militaires les plus rapides de l'histoire, non pas parce qu'elle était parfaitement coordonnée, ni parce qu'elle suivait la doctrine, ni parce qu'elle était sûre, mais parce que Patton refusa de ralentir, refusa de consolider, refusa d'attendre des conditions parfaites. Il avança simplement chaque jour, chaque heure, jusqu'à l'effondrement de l'Allemagne. Il est tout, les 4 mots qui ont défini les derniers mois de la guerre en Europe, car avec Patton, la réponse était toujours la même, quelque part, où il n'était pas censé se trouver encore, en train de faire quelque chose qu'il n'était pas censé avoir déjà fait.